Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec l'essayiste et journaliste et écrivain québécois Jérôme Blanchet-Gravel. Mais bonjour Jérôme. Bonjour, Alors, Monsieur Urien. vous avez publié Un Québécois à Mexico, c'est votre dernier livre, récit d'un double choc culturel. L'année dernière, on avait fait un entretien et on avait évoqué les différences culturelles entre les pays occidentaux, les pays du Nord, les pays du Sud, en disant que les pays occidentaux, les pays sont vraiment dans le covidiste, dans le covidisme, voilà, dans la religion de la sainte... de la sainte santé, quoi. Voilà. Santé publique, ouais. Santé publique. Alors que c'est pas du tout le cas dans les autres pays. Et vous traduisez ça merveilleusement bien dans ce livre Un Québécois à Mexico, récit d'un double choc culturel qui est publié chez L'Harmattan. Au début, je l'ai commencé comme un livre sérieux, comme une analyse. Et puis finalement, je me dis que c'est plutôt comique. Il y a plusieurs passages comiques sur les éboueurs, sur voilà la vie à Mexico, quoi. Voilà, la vie continue. Ben, c'est un livre qui est entre le récit et l'essai, hein. Donc, c'est pas tout à fait, c'est pas un roman. Effectivement, comique, oui, parce que effectivement, il y a toutes sortes d'anecdotes qui assez sympathiques, hein, finalement, qui traduisent la différence entre les sociétés du Nord aseptisées, les sociétés du Sud, entre guillemets, qui sont encore, qui ont une autre conception de la vie sociale. Et quand j'ai commencé la rédaction du livre, c'était avant la pandémie. Et tout d'un coup est arrivée la pandémie. Et ce que ça l'a fait, c'est que ça l'a renforcé finalement mes thèses, mes observations. La pandémie et la réaction en fait de mon peuple, le peuple québécois, à cette pandémie a été extrêmement révélatrice de l'état de la société québécoise, une société qui s'enfonce dans la peur de vivre, qui s'enfonce dans l'intolérance au moindre risque. C'est une société où les rapports sociaux, ben c'est ça, sont de moins en moins forts. Hein. On s'en va vers la mort sociale. D'ailleurs, il y a beaucoup de constats que je fais qui s'appliquent aussi à la France, mais il est français, nos auditeurs doivent garder en tête que le Québec, c'est pire. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez vous reconnaître dans le livre, mais le Québec et le Canada dans son ensemble sont vraiment à l'avant-garde d'une certaine décadence en Occident. C'est vraiment un laboratoire, le Canada, pour du sanitarisme, du multiculturalisme et de toutes finalement ces idéologies qui se veulent progressistes. Alors, franchement, il faut absolument qu'on en reparle de ce livre, qu'on fasse vraiment une émission spéciale uniquement sur ce livre et tout ce que vous racontez, cher Jérôme Blanchet. Avec grand plaisir, c'est sûr. Et là, je voulais vous avoir sur qu'est-ce qui se passe là au Canada, Ottawa. On a vu ces vidéos qui circulent sur Internet, des dizaines de kilomètres de routiers mécontents qui bloquent le pays. On nous dit que Justin Trudeau aurait fui, il dit maintenant qu'il est positif à la Covid-19, mais on ne sait pas où il aurait été évacué. Alors, moi, ce que je tiens à vous dire, c'est qu'en France, dans les médias dits institutionnels, quand je dis médias institutionnels, ça veut dire les médias, les médias grand public, ceux qui ont les plus fortes audiences, on n'en parle pas, hein. Ça fait quelques secondes. Non, il y a vraiment une censure sur cette information en France en ce moment, sur ce qui se passe au Canada, qui est incroyable. Et quand on le sait, c'est les dépêches de presse, hein, les journaux papier reproduisent ça sur leur site internet. On trouve l'info, hein, je dis pas que c'est censuré, mais j'ai l'impression que ça n'intéresse pas pour l'instant les très très grands journaux télévisés. Voilà. Parce que ça intéresse quand même, ça me surprend un peu, parce que ça intéresse quand même... les médias américains, en tout cas, enfin un certain nombre d'entre eux, parce que c'est très gros. Hein. Les Canadiens ont été très obéissants pendant les presque que 2 années qui ont suivi le début de la pandémie. Très, très obéissants, une docilité presque inquiétante, hein. En fait, surtout du côté québécois. Il y a eu un tel consensus qui s'est créé autour des mesures sanitaires, une telle obéissance que vraiment, ça a battu des records mondiaux. Hein. Et moi qui suis toujours à Mexico en ce moment, et toujours, comme le livre le raconte, qui partage ma vie entre Québec et Mexico, j'ai bien vu que c'est ça, que ça atteignait des sommets incroyables de docilité au Canada. Et là,
tout d'un coup, il y a comme une fatigue qui s'est installée, qui est due en grande partie, il faut le dire, à la hausse de la détresse psychologique. Sur le plan de la santé mentale, ça va extrêmement mal au Canada. Les statistiques le montrent, les enfants sont de plus en plus anxieux, ils ne supportent pas les mesures sanitaires dans les écoles. Récemment, un scandale au Québec, on laisse les fenêtres des classes ouvertes en plein hiver à moins 25 degrés Celsius pour freiner la propagation du virus dans les écoles. Donc, des images vraiment qui ont témoigné d'une faillite incroyable. On se croirait dans un monde où justement le tiers-monde ne serait plus au sud, mais au nord, avec ces images-là. Mais vous imaginez quand même des écoliers québécois qui non seulement doivent porter le masque toute la journée, mais qui en plus sont en combinaison hivernale dans les classes. Donc, le risque zéro, l'idéal du risque zéro, vraiment produit de la véritable, de la folie. Donc, ça pour dire que il y a une fatigue qui s'est installée, il y a une sorte de réveil graduel, et tout d'un coup, c'est ça, le convoi de camionneurs qui, au départ, s'opposaient à la vaccination obligatoire pour continuer leur travail, c'est-à-dire qu'ils pourront plus franchir la frontière canadienne en revenant des États-Unis s'ils ne sont pas vaccinés. Mais finalement, la contestation s'est étendue à beaucoup plus. Là, maintenant, c'est vraiment un mouvement qui est contre les mesures sanitaires en général. Donc, ça se limite plus du tout à la vaccination obligatoire. Est-ce qu'on peut dire que les Québécois sont finalement restés tête baissée pendant plus d'un an, 1 an et demi, tête baissée, sans rien dire, et que là, finalement, c'est l'explosion, quoi. Oui. Ou c'est pas encore au niveau de la population en général, et c'est que les camionneurs. Il faut bien distinguer le Canada du Québec, là. C'est-à-dire le Québec fait partie du Canada, mais au Québec, malheureusement, c'est probablement la province, en tout cas une des provinces canadiennes les plus sanitaristes, la plus intolérante finalement à tous les risques sanitaires. Donc, il y a une partie grandissante de la population québécoise comme canadienne qui commence finalement à se libérer, finalement de cette quasi nouvelle religion d'État. Mais il y a un noyau dur, il y a encore un noyau dur d'être bureaucratisé, là, comme je l'ai décrit justement dans mon livre, donc des gens qui se sont réfugiés dans le confort du petit quotidien, et ce noyau dur est encore très fort. Je suis pas certain que il y a un début de réveil, mais jusqu'où ça va aller, c'est dur à dire. Du moins, on s'en va vers au moins une polarisation. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à il y a quelques semaines. Non, pas du tout. C'est vraiment nouveau. Je vous dis, ça doit faire 2, 3 semaines, 4 semaines maximum. Depuis le Nouvel An. Au Nouvel An, il faut le mentionner aux auditeurs parce que c'est incroyable. Au jour de l'an, le 31 décembre, le Québec est le seul État en Amérique du Nord, sur 92, si on inclut les États mexicains, à interdire toute forme de rassemblement. Donc, il y a un couvre-feu qui est mis en place au Nouvel An, quand même, c'est toute une manière de fêter le Nouvel An, là. Donc, le retour du couvre-feu le 31 décembre. Et là, c'est vrai que le gouvernement va vraiment un peu frapper son Waterloo, comme on dit au Québec, là, c'est-à-dire que il a atteint un point de rupture. Il y a beaucoup de gens, encore une fois, qui étaient très, très obéissants, qui ont été de bonne foi, qui se sont fait vacciner. Les Québécois sont un des peuples les plus vaccinés au monde, mais c'est peut-être la goutte qui a fait déborder le vase, que ce couvre-feu, que ce nouvel an, encore une fois, sous le confinement. Et c'est ça. Donc, il y a aussi un effritement du récit médiatique. On sent dans les médias depuis 2, 3 semaines, depuis le Nouvel An, que le ton adopté par les chroniqueurs et journalistes en vogue commence à être un peu plus conciliant, mais là, avec le convoi des camionneurs, c'est pas tout à fait clair, mais enfin, il y a eu un début de cassure. Est-ce que ce convoi des camionneurs, c'est difficile de prévoir l'avenir, peut entraîner le reste de la population, celle qui ne disait rien, parce qu'elle ne pouvait rien dire, parce qu'elle avait peur?
Et la C'est libérer. possible. Et la libérer. Mais ça commence, hein. Là, Justin Trudeau vient tout juste, il y a une heure, au moment où on se parle, de faire une sortie pour condamner le mouvement des camionneurs, jeter de l'huile sur le feu. Là, on voit que Trudeau adopte une stratégie de polarisation. Donc, il a réitéré que les camionneurs étaient des gens aux tendances racistes. Donc, on baigne encore une fois en plein fantasme. On accuse les camionneurs d'appartenir à l'extrême droite, d'abriter des fondamentalistes chrétiens, d'être des misogynes antiféministes, alors que c'est pas du tout ça. On est vraiment dans la désinformation, là. Les camionneurs et leurs supporters incarnent un nouveau clivage. Il y a des gens parmi les manifestants qui sont de gauche, d'autres sont de droite. Il y a des croyants, il y a des gens en faveur de la laïcité, il y a des gens de tendance libertarienne, il y a aussi des sociodémocrates. Donc, c'est tout à fait mensonger que de dire que le mouvement sont essentiellement des partisans de l'extrême droite américaine, de Donald Trump, etc. Et là, et je viens aussi de parler à un leader du convoi, qui me dit que les camionneurs entendent rester jusqu'à temps qu'on lève les mesures sanitaires en général au Canada. Donc, est-ce qu'on va vers un affrontement plus important? Les prochains jours vont nous le dire. Là. Ouais. Là, vous êtes à Mexico. Vos contacts au Québec, ils en pensent quoi? Ils vous disent quoi? Vos amis, par exemple? Ben moi, c'est sûr que parmi mon milieu immédiat, mais intellectuel, c'est sûr que les gens sont mes amis intellectuels sont un peu consternés comme moi parce que on est vraiment on a l'impression que les médias traditionnels, je veux dire, c'est une sorte de suicide. Les gens, on est vraiment dans une quasi-désinformation là, quand on raconte des trucs sur les camionneurs et qu'on les associe gratuitement à l'extrême droite, alors qu'il y a même des leaders du mouvement dit anti-vaccin qui sont des Noirs. Là. Donc, c'est sûr que voir quelqu'un qui est noir, associer un noir à l'extrême droite suprémaciste blanche, c'est-à-dire on baigne en plein délire. On ne fait plus du tout du journalisme. Là. C'est par exemple des manifestants autochtones, donc des Amérindiens qui se sont joués aux manifestants. Est-ce que les Autochtones sont des suprémacistes blancs aussi? Vous voyez à quel point c'est mensonger comme traitement médiatique. Donc, d'un côté, il y a encore les gens qui adhèrent au discours du gouvernement, donc la vaccination, les mesures sanitaires. Mais de l'autre, c'est ça, des gens qui n'en peuvent plus de cette condescendance aussi envers une grande partie, une partie grandissante de la population. Ça commence, comme je vous dis. Ce qui est intéressant, c'est que la réplique médiatique de Justin Trudeau, par exemple, est un peu similaire à celle du gouvernement en France ou d'Emmanuel Macron, qui vise à cataloguer ceux qui protestent contre le pass vaccinal, par exemple en France, de gens d'extrême droite. On est dans la même sémantique. Oui, il y a des similitudes, c'est clair. Cela dit, en France, quand même, et là, je m'en vais justement à Paris cette semaine, je vais pouvoir peut-être le constater, mais malgré tout, vous avez quand même encore plus de liberté d'expression. Hein, là, vous m'avez dit que le convoi des camionneurs faisait l'objet d'une certaine censure, mais du Québec, on a quand même l'impression qu'il y a moyen encore de s'exprimer sur divers sujets en France de manière plus libre encore qu'au Canada. Par rapport à la stratégie de Macron, c'est vrai que Macron aussi entend polariser, hein, et peut-être c'est une de ses stratégies, c'est de mener la campagne présidentielle davantage sur le sanitaire et moins sur l'identitaire. Hein. C'est peut-être une manière de finalement remporter l'élection en mettant de côté le thème de l'immigration que veut emmener Zemmour. Je ne sais pas, c'est vous qui en savez davantage sur ce sujet. De polariser le débat, oui, il le polarise, oui, parce que pour l'instant, le thème de l'immigration que veut emmener Éric Zemmour, comme vous le dites, hein, il est plutôt au second plan. Hein. Il est encore au second plan, oui. Ça dépend, mais enfin, on sent que les débats se concentrent toujours sur cette affaire de passe vaccinal.
Donc, Zemmour n'est pas en train ne réussit pas à imposer son agenda là, sur la question de l'immigration. Là. Pour l'instant, il ne l'impose pas parce qu'en réalité, il y a aussi une autre question qui revient, c'est le pouvoir d'achat avec l'augmentation de l'essence, l'augmentation du gaz. On voit bien que la préoccupation principale des Français maintenant n'est plus l'immigration, c'est surtout le pouvoir d'achat. Voilà, et c'est un peu. Ça confirme un peu ce que je pensais, c'est-à-dire que de faire porter l'élection sur des thèmes le sanitaire, l'économique, c'est ça va être au désavantage de Zemmour. Sur le Canada, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'on est vraiment en phase d'une société que j'appelle de plus en plus réglementariste. Hein. C'est une société où vraiment les citoyens étouffent sous une accumulation de règles incroyables. On est dans une sorte de réglementairement correct, en particulier au Québec. Ça aussi, c'est un thème de mon livre. Donc, une société où vraiment une obsession pour les règlements comme tels, hein, et au-delà même du sanitaire. Et la présence de l'État au Québec, les Québécois ont toujours été... ont toujours confié à l'État le rôle de protéger leur identité culturelle. Hein. Évidemment, le Québec, c'est une société menacée sur le plan culturel, sur le plan linguistique. Et c'est comme s'il y avait une sorte de transfert. Donc, les Québécois... se sont laissés, ont confié leur sécurité identitaire à l'État et là, ils confient entièrement à l'État aussi leur sécurité sanitaire. Donc, on voit vraiment que le Québec étouffe sous le poids de cet étatisme. Ça date depuis les années 60, 70. Et donc, c'est une société finalement pour et par des fonctionnaires. Hein. Et on voit aussi que les mesures sanitaires sont surtout défendues par des classes confortables et privilégiées, par des classes de fonctionnaires. Hein. Des gens qui ont la sécurité d'emploi, qui ont pas perdu leur emploi avec les mesures, des gens qui sont confortables chez eux et qui veulent finalement rester en pyjama toute l'année, alors que d'autres personnes ont perdu leur emploi, leur santé mentale, leur équilibre psychologique, etc. Il y a aussi ce clivage-là entre des privilégiés et des perdants de la crise. Est-ce que ça peut exploser ou non? Je crois pas, en fait. Là, avec le convoi, ça change un peu la donne, mais le Canada reste une société extrêmement tranquille. Donc, et c'est pour ça aussi, ça explique une partie de la réaction des médias et de la population. C'est-à-dire que les gens sont tellement ont tellement l'habitude de rester tranquille que le moindre événement les heurte. Donc, on peut même pas s'imaginer que des camionneurs puissent empêcher finalement des fonctionnaires de la capitale fédérale de dormir quelques nuits. Hein. Il y a un peu de ça dans cette réaction. Hein. C'est une société encabanée, assez tiède, où les événements violents sont extrêmement rares. Donc, je crois pas qu'il va y avoir des débordements qui vont mener à vraiment des affrontements importants entre les forces de l'ordre et les manifestants. Ce serait quand même étonnant qu'on se rende là. Alors vous êtes à Mexico, hein, avait dit Jérôme Blanchet-Gravel, c'est d'ailleurs le titre de votre livre. Hein, voilà, vous partagez votre vie entre les deux villes, entre le Canada et puis le Mexique. Le livre s'appelle Un Québécois à Mexico. Qu'est-ce qui se passe en ce moment à Mexico? Quelle est la situation? C'est l'inverse? Mexico, c'est la vie, hein, la vie continue. Évidemment, il y a un certain nombre de mesures sanitaires. Les gens portent beaucoup le masque à l'extérieur, par exemple. Ça, c'est très curieux parce que c'est probablement la mesure qui sert le plus à rien. Mais la vie est très douce. Évidemment, bon, il y a toujours des problèmes de violence. Plus en périphérie, mais il fait très beau, les terrasses sont ouvertes, les gens ont encore une vie sociale, les gens ne s'empêcheraient jamais, par exemple, de fêter Noël en famille. Les gens ne songeraient même pas finalement à consulter leur gouvernement pour savoir comment et avec qui fêter Noël. Donc, quand moi j'ai passé le jour de l'an ici à Mexico, le contraste avec le pauvre Québec était monumental. C'est ici même qu'il y a eu tellement de feux d'artifice qui ont été tirés lors des festivités du Nouvel An qu'ils ont dû même
le gouvernement a passé une alerte climatique, là, c'est-à-dire qu'il y avait trop de pollution, tellement que les gens avaient fait sauter des pétards. Donc, vous imaginez quand même le genre de truc, là. Ouais. Donc, on est toujours à des années-lumière de ce qui se fait, au Québec. C'est un peu consternant, c'est un peu triste, hein, vu d'ici, ce qui se passe au Québec, tous ces gens encore encabanés, qui ont peur de sortir, qui n'ont pas vu leurs amis, leur famille depuis des mois. C'est un peu pathétique, hein, franchement, là. Voilà. Donc on voit bien hein, ce contraste entre le Mexico qui continue de vivre normalement, hein, comme beaucoup de pays du monde, et Bah oui. le Québec qui, comme vous l'avez dit, Jérôme Blanchet-Gravel, est encabané, voilà. Et du coup, ça provoque cette colère, notamment des camionneurs, avec ce convoi historique de Oui. dizaines de kilomètres. Hein. Je crois qu'ils ont atteint pratiquement les 50 kilomètres. Oui, ça, de c'est vraiment pour le Canada, comme je vous dis, qui est peu habitué aux événements d'envergure, c'est vraiment un événement important, voire historique. Ça, on peut le dire tout de suite, là. Voilà. Et bien voilà, donc et puis alors à l'inverse à Mexico, là vous êtes en ce moment, tout va très bien. Vous allez prendre dans quelques heures un avion pour Paris. Vous allez rester quelques heures à Paris, quelques jours à Paris, Jérôme Blanchet-Gravel. Alors moi je peux vous dire ce que vous allez trouver à Paris. C'est pas le Québec, c'est pas Mexico non plus. C'est une sorte de Entre-deux. Oui, voilà, c'est-à-dire que on a les règles du Québec, mais on vit comme à Mexico. Ce que vous allez trouver. Excellent, j'ai hâte de voir. Ben oui. Vous allez voir. Bon, il y a que les restaurants peut-être où vous ne pourrez pas aller, puisque là il faut le pass vaccinal hein, pour aller dans les restaurants. Ah oui, mais je l'aurai le pass vaccinal. D'accord, très bien. Oui, je suis quand même vacciné. Bon, doublement, vous allez là, voir. donc, Alors tout va très bien. Alors vous allez vivre un peu comme à Mexico, voilà, vous allez voir. Mais simplement avec, il y a toujours les règles que l'on nous dit être celles qui sont au Québec, voilà. Oui. Eh bien, Jérôme, bon voyage à Paris. Hein. Vous allez ensuite, voilà, vous êtes à Mexico. On a parlé de la situation au Québec. Le journaliste et écrivain québécois Jérôme Blanchet-Gravel était donc mon invité pour faire le point sur cette situation historique en ce moment au Canada avec 50 kilomètres de blocage des routes par les camionneurs qui protestent contre les mesures sanitaires. Hier encore, on nous avait dit que Justin Trudeau s'était caché, qu'il avait été évacué dans un lieu secret. Et là, vous dites, ça y est, il a pris la parole, mais on ne sait pas d'où, c'est ça? On ne sait pas s'il est au... Oui, d'une résidence secondaire à Gatineau, donc... Donc, il doit être très protégé, c'est ça? Oui. Pour dire qu'il ne va pas céder, c'est ça? Et que les camionneurs sont tous des gens d'extrême droite, voilà, animés par le Ku Klux Klan, à peu près, hein, c'est ça. Voilà. Merci. Et on se reparle dans quelques semaines, hein, dès que vous serez revenu, on fera encore. Et on va parler vraiment, on va rester sur le livre avec toutes ces anecdotes très amusantes. Un Québécois à Mexico qui est publié aux éditions L'Harmattan. Merci Jérôme Blanchet-Gravel. À bientôt Jérôme. Merci beaucoup, à bientôt. Voyage à Paris.